puis des DVD. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape des clés USB, des cartes mémoire et même des systèmes numériques. C'est-à-dire que tout a été dématérialisé. Rien n'est juste sous forme de support en tant que tel. Aujourd'hui, il est facile pour quelqu'un qui a consommé une œuvre d'ici de l'envoyer aux États-Unis en une fraction de seconde. Donc aujourd'hui, il faut que notre texte de loi s'adapte. Nous avons ce qu'on appelle dans ce nouveau texte de loi, ce qu'on appelle la copie privée. La copie privée, c'est tout type de support numérique susceptible de pouvoir recevoir les œuvres des auteurs, doivent pouvoir subir à l'entrée du territoire ce qu'on appelle une sorte de taxe. Et ça permet de rémunérer l'artiste. C'est une redevance en fait qui est appliquée à ces supports-là. Parce que les supports-là, quand ils viennent, aujourd'hui, personne ne demande l'avis de quelqu'un. On se permet d'utiliser les œuvres avec. Donc il y a ce droit-là qui, avec cette nouvelle loi, pourra également permettre de contrer ce phénomène. Ensuite, nous avons d'autres types de droits, dont le droit de suite qui n'a pas été mis en œuvre depuis pour les artistes les plasticiens. Normalement, l'artiste plasticien qui vend son œuvre a un premier acquéreur. L'acquéreur peut la revendre plus cher. Et donc, à partir du moment où l'acquéreur revend plus cher et dans un format, c'est-à-dire une galerie, une vente publique, eh bien, normalement, il y a un pourcentage qui revient à l'auteur originaire de l'œuvre. Donc il y a tous ces mécanismes-là qui normalement doivent être appliqués pour permettre à l'auteur de pouvoir vivre de leur art. Nous avons le droit de reprographie également qui concerne les livres et les éditions. Et tout ça, en réalité, ça concerne tout le secteur. Ça concerne tout le secteur et c'est ensemble que nous pouvons faire évoluer les industries culturelles au Togo. Oui. Votre objectif, c'est de faire en sorte à ralentir tant soit peu ce phénomène. Mais avec la numérisation que nous vivons et qui est le souhait de tous les pays, aujourd'hui, qui parle de numérisation, parle des frontières qui tombent et que le monde entier devient pratiquement un village planétaire. Comment comptez-vous réussir cette lutte à partir du moment où nous savons qu'il y a des géants du numérique à travers le monde? C'est un phénomène qui véritablement frappe beaucoup de pays. Et nous, les pays en voie de développement, encore plus. Bon, les pays développés parfois trouvent des mécanismes. Vous savez, les géants du numérique, Google, Amazon, Facebook, etc., exploitent à outrance les œuvres de l'esprit. Et YouTube également, Netflix, etc. Ces géants du numérique ne sont pas installés dans nos pays. Malheureusement, ils n'ont pas de représentation dans nos pays. Ce qui fait qu'il est difficile de les atteindre et de faire en sorte de leur appliquer le texte de loi. Ils sont parfois installés dans des pays comme les États-Unis, également la Grande-Bretagne et d'autres. Bon, quelle est l'approche qu'il faut faire pour pouvoir essayer de contrôler ce phénomène? Ailleurs, beaucoup de pays essaient de voir comment taxer, notamment en Europe, comment taxer ces géants du numérique. Bon, c'est nos pays, je pense, je ne sais pas si nos pays ont souvent, ils peuvent se recouper pour faire ça, mais au niveau du secteur du droit d'auteur, nous établissons un certain nombre de partenariats. Et notamment, nous avons, depuis mon arrivée à la tête du Butoda, nous avons essayé de signer un accord avec une structure de droit d'auteur en Afrique du Sud, et qui est censée avoir plus de moyens que nous, qui a également un partenaire back-office au niveau des États-Unis. Donc, back-office nous permet de travailler à la codification internationale de nos œuvres. Normalement, un artiste pour être repéré au niveau international doit avoir une codification internationale. Donc, ce qu'on appelle un code IPI. Le code IPI, c'est pour les auteurs. Également, au niveau des œuvres, nous avons ce qu'on appelle un code ISWC. Cette codification, nous n'avons pas encore. Or, c'est cette codification qui permet
à l'auteur d'être reconnu internationalement comme appartenant à telle société de droit d'auteur ou telle œuvre comme appartenant à telle société de droit d'auteur. Et donc, nous pensons que nous devons aller vers là. C'est pourquoi nous établissons des partenariats. Aujourd'hui, nous sommes avancés par rapport à ce partenariat et peut-être bientôt, on pourra avoir des retombées par rapport à ce partenariat-là. Face à tous ces obstacles qui se présentent devant vous, pensez-vous que l'auteur, la production des œuvres de l'esprit ont encore un avenir à Dieu? L'industrie, la musique ne peuvent pas disparaître. L'industrie, la musique, si nous prenons le cas spécifique de la musique accompagne les événements, tous les événements de la vie. Lorsque vous naissez, il y a la musique. Lorsque vous vous mariez, il y a la musique. Lorsque vous mourrez, il y a de la musique. Et ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas exclure la musique. Lorsque il y a les groupes organisés qui vont parfois travailler dans les champs, ça c'est un système qui a existé où les gens s'organisaient, allaient dans les champs pour encourager l'autre plus. Après, ils revenaient dans l'autre champ. Les gens chantaient pour s'encourager. Et la musique, par exemple, c'est un travail qui ne peut pas, parce que ça a été et ça restera. Maintenant, comment faire vivre l'auteur de son travail, de son art? C'est là la question. Mais je pense qu'il se développe aujourd'hui beaucoup de mécanismes que nous allons saisir pour travailler et travailler davantage pour que cela puisse arriver. Lui et moi également a fait un travail là-dessus. Le mois a pris une directive pour demander à chaque État de disposer d'un organisme spécifique dédié à la lutte contre la contrefaçon. Avec cette institution qui est derrière aussi ce mécanisme, eh bien, si on crée un organisme dédié à la lutte spécifique contre la contrefaçon, eh bien, nous pensons que les artistes pourront, à ce moment-là, pourront vivre de leur art. Est-ce que vous pouvez, à ce jour, affirmer que l'artiste est fier de son travail? Pourra-t-il vivre correctement de son travail? Se sent-il accompagné ou orphelin dans l'exercice de son travail? Oui, l'artiste fier, oui, l'artiste peut être fier parce que parfois, vous savez, lorsque vous créez une œuvre et lorsque vous travaillez des nuits entières pour produire une œuvre, lorsque vous êtes à la fin, vous êtes content. Vous êtes heureux d'avoir pu finir l'œuvre que vous avez commencée. Je reviens toujours sur cet aspect rémunération. Lorsque suffisamment d'utilisateurs auraient compris à quoi ça sert de rémunérer une œuvre, à ce moment-là que l'artiste pourra vivre de son art. Le droit d'auteur, dans notre jargon, nous disons que c'est le salaire différé de l'auteur. À partir du moment où il crée une œuvre, eh bien, il ne peut pas avoir un salaire par rapport à ça. Le salaire qu'il aura, c'est un salaire différé, c'est-à-dire à chaque fois que l'œuvre est exploitée, il a droit à quelque chose là-dessus, et cette quelque chose-là, lorsqu'il le reçoit, il reçoit en fait le salaire, et donc c'est un salaire différé de l'auteur. Les exploitants d'œuvres de plus en plus comprennent, mais il faut qu'ils comprennent davantage, parce que certaines personnes aujourd'hui encore feignent de ne pas comprendre le système de droit d'auteur. C'est difficile, c'est malheureux, mais je pense que ce travail et cette invitation aussi participent à faire avancer la sensibilisation par rapport à ce sujet. Dans l'effort d'acquérir ce salaire différé de l'auteur, dans les différentes initiatives de faire comprendre que l'artiste qui produit les œuvres de l'esprit et qui ne sont pas matérielles, qui sont immatérielles, où se trouvent les zones d'ombre pour que le message passe clairement? Les zones d'ombre sont à ce niveau précis. Celui qui acquiert, je prends le cas de la musique, celui qui achète un CD ou un DVD d'un auteur et qu'il exploite par exemple dans son bar, je prends l'exemple d'un bar, qu'il exploite dans son bar, lorsqu'il le joue, il pense qu'il a acheté l'œuvre avec son argent et donc qu'il a tout droit sur cette œuvre-là alors qu'il n'en a pas. Il se dit, ah j'ai dépensé, j'ai acheté l'œuvre, et parfois il pense même qu'il fait la promotion de l'auteur.
L'auteur ne vous a pas demandé de faire sa promotion. Mais vous devez savoir une chose, lorsque vous achetez une œuvre, vous l'achetez pour un usage personnel. De la même façon que lorsque vous achetez un livre, vous le lisez seul. De cette même façon-là, lorsque vous achetez une œuvre musicale, vous l'achetez pour un usage personnel. À partir du moment où vous communiquez l'œuvre à un monde tiers, à un public tiers, à ce moment-là, vous devez payer ce qu'on appelle les redevances de droit d'auteur. Parce que ce n'est plus vous seul qui exploitez l'œuvre, ce n'est plus vous seul qui l'utilisez. Et la loi dit, lorsque vous l'utilisez dans un cercle familial, vous ne payez pas les redevances de droit d'auteur. Et également, la loi a fait des exceptions pour des cas à des fins d'enseignement. Lorsque vous prenez une œuvre pour l'exploiter à des fins d'enseignement, on suppose qu'on veut encourager les gens à connaître. Donc, lorsque vous faites cette exploitation-là, vous êtes exactement exclu du champ de tarification. Mais si vous prenez une œuvre, vous la jouez dans un commerce, et la plupart du temps, les gens ne savent pas. Lorsque vous jouez une musique dans votre supérette, par exemple, parfois, il y a des gens qui sont attirés par cette musique que la personne vient d'abord. Et lorsque la personne vient, elle peut être intéressée par un objet et l'acheter. En ce moment-là, ça veut dire que la musique vous a servi d'appât. De la même manière, au niveau des bars, etc., la musique, lorsque vous la jouez, parfois, vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de difficultés. Lorsque vous jouez, par exemple, une musique du type gospel et que je suis capté par votre musique, je viens m'asseoir et je me dis, il faut peut-être me relaxer ici. Et à partir du moment où je me relaxe et que je consomme, j'ai choisi votre structure tout simplement parce qu'il y avait une musique qui m'y a attiré. Et donc, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent ça. Et ça lève vraiment tout équivoque. Même sur les supports, lorsque vous achetez un livre, il a écrit tout droit de reproduction mécanique. Quand vous lisez à l'intérieur, il a écrit tout droit de reproduction mécanique et d'exécution publique est réservé. Exactement la même chose pour les œuvres musicales. La reproduction mécanique, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire copie à d'autres personnes. Vous ne pouvez pas acheter une œuvre et puis multiplier et puis en faire un petit commerce de vendre. Quelqu'un dit, oh, je suis intéressé, bon, je vais te copier ça, je prends 1000 francs. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, la reproduction mécanique est interdite. Et également l'exécution publique. L'exécution publique, c'est le fait de jouer et que vous soyez écouté par d'autres personnes, en dehors du secteur familial. Où se trouve encore une autre zone d'ombre pour qu'on puisse récupérer les salaires différés de l'auteur? Une sorte de catégorie d'utilisateurs ou d'usagers qui, aujourd'hui, ne sait pas, ou peut-être sait et feint de ne pas savoir, que lorsque nous exploitons une œuvre de l'esprit dans un restaurant, nous devons payer ce qu'on appelle les redevances de droit d'auteur. Votre cadre peut inciter quelqu'un à venir vers vous. De cette même manière-là, la musique également peut inciter quelqu'un à venir vers vous. Et parfois, les gens mettent des télés pour retransmettre. Vous savez, quand vous prenez votre antenne parabolique, vous prenez les chaînes câblées, etc. Donc, même Canal Plus et tout, vous avez le droit de l'utiliser dans votre maison. Vous avez le droit de l'utiliser dans votre famille, etc. Mais si vous le mettez, par exemple, dans un restaurant, ce n'est plus une exploitation individuelle, ni personnelle, c'est une exploitation publique. Eh bien, vous faites ce qu'on appelle une retransmission vers notre public. Et à ce moment-là, le public qui est là et qui, venant bien sûr consommer ou manger, ce public-là regarde cette télé et se satisfait. Demain, la personne peut revenir parce qu'il s'est dit, ah, peut-être à une telle heure, je vois tel feuilleton là-bas, et bon, en m'installant là-bas, je peux suivre peut-être mon feuilleton préféré. La personne revient.
et revient tout simplement parce qu'en même temps qu'il consomme, il fait chose. De la même manière, aujourd'hui, il y a certains bars qui ont développé un phénomène, c'est-à-dire lorsqu'il y a des grands matchs de la Ligue des champions au niveau de l'Europe, de la Coupe de l'Euro, etc., qui mettent des télés sur leur cours de trucs et les gens viennent consommer la boisson et eux-mêmes ils regardent la télé. C'est une retransmission que vous faites et donc vous devez payer ce qu'on appelle les redevances de droits d'auteur. Parce qu'au même moment qu'on joue ces matchs, au même moment on fait passer aussi la musique. Au même moment on peut faire passer aussi les publicités qui sont des contenus assujettis aux droits d'auteur. Vous êtes un spécialiste de la culture. Vous comprenez tout ce que vous êtes en train de nous dire. Pensez-vous que le grand public comprend tout ce que vous êtes en train de nous dire? Nous ne demandons pas beaucoup du grand public. Nous voulons que le grand public sache que, tout simplement, lorsque vous utilisez la musique, lorsque vous utilisez des œuvres pour des fins à titre commercial, que vous devez payer des redevances de d'auteur. Et quand vous payez, sachez que c'est une manière de rémunérer l'auteur, de l'encourager à faire davantage. Et notre culture, nous devons l'entretenir. Si vous aimez un auteur et que vous allez acheter son œuvre et que vous venez l'exécuter dans votre chose, si vous voulez que cet auteur demain puisse prospérer et faire davantage, eh bien, payer des redevances de droits d'auteur. Nous ne demandons pas plus. Nous voulons, à ce niveau-là précis, qu'ils puissent comprendre qu'en payant les redevances, ils encouragent la création, ils encouragent les œuvres de l'esprit. Est-ce que ceux-là pour qui vous défendez, vous comprennent dans votre travail? C'est peut-être aussi un travail à faire parce que, en réalité, beaucoup comprennent. Là où peut-être je peux dire qu'il y a beaucoup d'amalgame, c'est au niveau de l'organisation des spectacles. Bon, l'artiste ne sait pas, ou certains artistes ne savent pas, que lorsque vous devez participer à un spectacle, vous devez faire en sorte que ce spectacle soit déclaré au bureau, au service du droit d'auteur. Ce spectacle doit être déclaré et des redevances payées par l'organisateur de spectacle. Parce que l'organisateur de spectacle, normalement, sait qu'il a un devoir, mais il ne le fait pas.